Nous avons découvert de l'eau en profondeur sur Mars, une découverte exceptionnelle qui nous en apprend plus sur l'histoire géologique de cette planète voisine. Et évidemment, ce sera la première actualité. Autre actualité, nous savons désormais la vitesse réelle de l'expansion de l'univers grâce aux nouvelles données prises par James Webb. Une nouvelle qui pourrait enfin résoudre le problème de la tension de Hubble, et on t'en dit plus. Enfin, là c'est Alessandra qui vous en parlera, mais 2 astronautes sont bloqués dans l'ISS pendant 6 mois supplémentaires. La question c'est pourquoi et comment vont-ils revenir sur Terre. Une pluie d'étoiles filantes accompagnée d'aurores boréales a eu lieu le week-end dernier, et voici donc à quoi elle était due. D'ailleurs, vous pouvez encore la voir jusqu'au 24 août, mais évidemment, elle est moins intense que le week-end dernier. Puis pour finir, on clôturera cette vidéo avec la découverte d'un nuage d'astéroïdes binaires. Et sur ce, c'est parti avec la première actualité. Cette semaine, une découverte majeure a été réalisée grâce à la mission InSight Lander envoyée par la NASA sur Mars en 2018. L'objectif de cette mission était d'étudier en profondeur la structure interne de Mars, notamment sa croûte, son manteau, son noyau et même son atmosphère. Après avoir terminé sa mission en 2022, InSight a laissé derrière elle des découvertes qui bouleversent notre compréhension de la planète rouge. Mais déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à elle ? Eh bien, on sait qu'il y a environ 3 milliards d'années, Mars abritait de vastes étendues d'eau en surface, sous forme de rivières, d'océans et de lacs. On pensait jusqu'à présent que cette eau s'était évaporée dans l'espace lorsque Mars a perdu son atmosphère, ou alors qu'elle s'était infiltrée dans le sol. Mais qu'en est-il vraiment ? Eh bien, la mission InSight a révélé quelque chose d'incroyable. Un immense réservoir souterrain d'eau liquide dans la croûte martienne, entre 11,5 et 20 km de profondeur. Cette quantité d'eau aurait pu remplir les océans de la surface de Mars avec une profondeur pouvant atteindre 1 à 2 km. À titre comparatif, la profondeur moyenne de la mer Méditerranée est de 1500 mètres. Ça permet donc de renforcer la crédibilité de cette découverte. Alors bien que cet immense réservoir d'eau soit trop profond pour être exploité à cause de la pression élevée, cette découverte est cruciale. Elle est cruciale tout simplement puisqu'elle indique que la majeure partie de l'eau martienne ne s'est pas échappée dans l'espace, mais s'est infiltrée dans les fissures et les pores minuscules de la croûte martienne. Bon, alors la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on a découvert ce réservoir d'eau souterrain ? Alors en fait, cette découverte a été rendue possible grâce à une technologie fréquemment utilisée, les ondes sismiques. Ces ondes sont générées par des tremblements de terre d'une magnitude d'environ 5 et par l'impact de météorites ou l'activité volcanique. Cette nouvelle révélation ne se limite pas à la découverte d'eau, elle ouvre aussi de nouvelles perspectives pour la recherche de vie sur Mars. En apprenant davantage sur l'histoire géologique de la planète et son cycle de l'eau, les scientifiques sont désormais mieux équipés pour comprendre comment l'eau a façonné le climat, la surface et l'intérieur de Mars au fil du temps. L'enjeu est de comprendre comment l'eau peut apparaître puis se stocker dans des mondes arides tels que Mars. Si on y parvient, ça pourrait remettre en cause toute notre connaissance quant à l'apparition, l'existence et l'évolution de la vie, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Car on le sait tous, l'eau, jusqu'à preuve du contraire, est l'élément essentiel à son apparition. Autre actualité, une nouvelle avancée vient d'éclaircir l'une des énigmes les plus débattues en cosmologie. C'est la tension de Hubble. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien je vous fais un petit résumé. La tension de Hubble porte sur la vitesse d'expansion de l'univers, une question centrale pour comprendre son évolution. En effet, depuis 1929, on sait que l'univers est en expansion continue. En observant que les galaxies les plus lointaines s'éloignaient de nous plus rapidement que les galaxies proches, on a défini ce qu'on appelle aujourd'hui la constante de Hubble, un chiffre clé qui permet de mesurer cette expansion. Bon alors, comment on détermine cette constante ? Eh bien, on a 2 méthodes principales qui ont longtemps donné des résultats différents. La première méthode s'appuie sur le fond diffus cosmologique. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, il s'agit de la lumière résiduelle issue du Big Bang qui permet d'estimer une vitesse d'expansion de 67,4 km par seconde par mégaparsec. Pour rappel, le mégaparsec est une unité de distance utilisée en astronomie pour mesurer des distances extrêmement grandes dans l'univers. Et 1 mégaparsec, ça correspond à environ 3,26 millions d'années-lumière. La seconde méthode consiste à observer la luminosité de certaines étoiles et la manière dont elles diminuent avec la distance, menant ainsi une estimation de 74 km par seconde par mégaparsec. Cette divergence dans les résultats a donné naissance à ce que les scientifiques appellent la tension de Hubble. Alors on peut toujours se questionner sur la nature de cette tension, mais surtout, comment la résoudre ? Aujourd'hui, grâce au télescope spatial James Webb, cette tension pourrait enfin être résolue. 3 méthodes indépendantes ont été utilisées pour affiner les mesures. D'abord, les astronomes se sont appuyés sur les étoiles céphéides, dont la luminosité est bien connue et prévisible. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, dites-vous juste que c'est un type d'étoile qu'on peut utiliser comme référence dans nos observations. Ça permet donc d'avoir une luminosité de référence dans le domaine visible et de pouvoir s'en servir comme moyen de comparaison. Ensuite, on a étudié les géantes rouges en se basant sur la luminosité maximale de ces étoiles. Et enfin, les étoiles de carbone, dont la couleur et la luminosité restent constantes, ont permis d'obtenir des données précises dans le spectre infrarouge. Comme pour les étoiles céphéides, le but ici est d'avoir une luminosité constante qui servira de base comparative, mais cette fois-ci dans le domaine de l'infrarouge. Alors qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien les résultats obtenus grâce à ces 3 méthodes convergent
vers une valeur, qui se situe dans la marge d'erreur de 67,4 km par seconde par mégaparsec, confirmant ainsi les estimations basées sur le fond diffus cosmologique. Cette nouvelle étude, réalisée grâce à James Webb, semble enfin mettre tous les scientifiques d'accord. L'univers s'étend à une vitesse précise. Actuellement, 2 astronautes sont littéralement bloqués dans l'espace à bord de l'ISS. Pour rappel, l'ISS est une station spatiale en orbite à 400 km d'altitude à une vitesse de 28 000 km/h. C'est un véritable laboratoire spatial qui sert entre autres à étudier les effets de l'absence de gravité sur le corps humain. À son bord, un équipage d'astronautes provenant des 4 coins du monde. Mais depuis maintenant 2 mois, les astronautes de la NASA, Sunita Williams et Butch Wilmore, sont bloqués à bord de la Station spatiale internationale. Pour être plus précis, le 5 juin, les 2 astronautes, anciens membres de la marine américaine, ont décollé vers l'ISS à bord du Boeing Starliner pour une mission d'1 semaine. C'était la première fois que Boeing envoyait des humains dans l'espace, après avoir essuyé 2 échecs lors de lancements d'essais avec des Starliners vides. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, avant même le décollage, une première fuite d'hélium, servant à la pressurisation des réservoirs, a été détectée au niveau du système de propulsion. Mais elle a été jugée comme défaut mineur, donc négligeable. Malheureusement, la situation s'est rapidement aggravée après l'amarrage du vaisseau à l'ISS, avec l'apparition de 4 fuites supplémentaires, provoquant le dysfonctionnement de 5 propulseurs sur les 28 que compte la navette. Suite à l'amarrage, des tests ont été réalisés et ont démontré que 4 des 5 propulseurs défaillants semblent fonctionner. Mais le dernier reste inutilisable. La NASA n'a pas encore identifié la cause exacte de ces fuites, mais pour des raisons de sécurité, elle a estimé que la capsule n'était pas en état de ramener les astronautes sur Terre. Et donc, après tout ça, quelles sont les conséquences de l'échec de Boeing et surtout, comment les 2 astronautes américains vont-ils revenir sur Terre ? En réponse à cette situation, SpaceX, le concurrent de Boeing, pourrait être chargé de ramener les astronautes. Le plan envisagé serait que SpaceX envoie une de ses navettes Dragon, pouvant transporter 4 personnes, vers l'ISS avec 2 astronautes à bord, qui resteraient en mission pendant 6 mois, puis ramènerait Sunita Williams et Butch Wilmore sur Terre en février 2025. La NASA devrait annoncer sa décision finale sur la manière de ramener les astronautes prochainement. Je vous tiendrai au courant. Heureusement, la station spatiale dispose de ses propres systèmes de génération d'oxygène, donc il n'y a pas de risque de pénurie à ce niveau. En attendant, un ravitaillement a récemment été envoyé, apportant des vêtements, de la nourriture et du matériel supplémentaire pour l'équipage. Malgré cet incident, la NASA souhaite continuer à utiliser les Boeing Starliner pour les transports d'astronautes. L'objectif serait d'envoyer un Dragon et un Starliner chaque année à 6 mois d'intervalle, jusqu'à ce que la station soit vide d'ici 2030. Une pluie d'étoiles filantes spectaculaire s'est produite le week-end entre le 9 et le 12 août. On t'explique de quoi il s'agit. Ce phénomène époustouflant se produit chaque été et est causé par la comète Swift-Tuttle. Cette comète a une taille de 26 km de diamètre, ce qui est assez grand, et elle traverse notre système solaire tous les 133 ans. Mais pourquoi les perséides se produisent chaque été si la comète traverse le système solaire aussi peu fréquemment ? Eh bien, la comète éparpille des débris de roches et de glace le long de sa trajectoire à cause de la chaleur du soleil, et ça forme un sillage de poussière. Chaque année, la Terre va traverser ce sillage vers le mois d'août, ce qui explique pourquoi les perséides se produisent à cette période. Donc, lorsque la Terre traverse le sillage, elle va entrer en collision avec les poussières de roches et de glace et également attirer les autres particules environnantes. Donc, lorsqu'un débris de la comète s'approche trop près de la Terre, il devient un météore et entre dans notre atmosphère à très grande vitesse, de l'ordre de 60 km par seconde. Les frottements intenses entre le météore et les molécules de l'air provoque son échauffement à des températures pouvant monter à 1650 degrés Celsius, le faisant brûler et émet une traînée de lumière le long de sa trajectoire dans le ciel. C'est cette traînée lumineuse que l'on appelle une étoile filante. Selon la composition du météore, la traînée peut être de différentes couleurs, allant du cyan au orange en passant par le vert. Mais alors, quand était le meilleur moment pour voir ces étoiles filantes ? Eh bien, les meilleures nuits pour observer cet événement ont été celles du 10 au 11 août et du 11 au 12 août. Donc c'était samedi et dimanche soir. Le meilleur moment pour les observer était après minuit, avec une fréquence de 90 étoiles filantes par heure, soit un peu plus d'une par minute. Cette année, le pic des perséides est annoncé le 12 août, mais en pleine journée en France. Donc les étoiles filantes nous seront invisibles. La fréquence d'étoiles serait en baisse, mais la nuit du 12 août restera très propice aux observations. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a eu des étoiles filantes, où faudra-t-il regarder pour l'année prochaine ? Pour les observer, il faut se tourner vers la constellation de Persée, située au nord, près de l'horizon. Cependant, il est essentiel de s'éloigner des villes pour éviter la pollution lumineuse et maximiser vos chances de voir ces poussières se désintégrer dans notre atmosphère. Mais il n'y a pas que la lumière artificielle qui peut gêner l'observation des perséides, puisque la Lune joue un rôle. Son éclat doit également être pris en compte dans la pollution lumineuse, car elle peut masquer une partie du ciel et donc gêner les observations.
Cette année, les impacts de la Lune ont été faibles, car elle n'était qu'à son premier quart et disparaissait à l'horizon juste avant minuit, offrant des conditions d'observation optimales. À voir ce qu'il en sera l'année prochaine, mais je vous tiendrai au courant. Autre découverte de la semaine, on a observé un nuage d'astéroïdes binaires. Pour rappel, un astéroïde est un petit corps rocheux ou métallique qui orbite autour d'une étoile. Contrairement aux planètes, les astéroïdes sont beaucoup plus petits et n'ont pas de forme parfaitement sphérique. Ils peuvent mesurer de quelques mètres à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre et sont considérés comme des vestiges de la formation des systèmes stellaires de notre galaxie. On avait jusqu'alors observé des astéroïdes binaires isolés, errant seuls dans la galaxie. Mais c'était sans compter la confirmation d'une récente découverte. Un nuage regroupant des centaines d'astéroïdes binaires. Cette observation a été mise en évidence grâce à la mission Gaia, menée par l'Agence spatiale européenne. Pour information, l'objectif de cette mission est d'observer et de cartographier les étoiles de notre galaxie en 3 dimensions. De ce fait, elle a révélé l'existence de 352 astéroïdes binaires. Mais vous vous demandez sûrement ce que sont des astéroïdes binaires et leur différence avec les astéroïdes classiques. Les astéroïdes binaires sont des astéroïdes présentant un satellite en orbite autour d'eux. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment massifs pour avoir un corps lié gravitationnellement. Finalement, ces astres que l'on croyait jusqu'à présent solitaires et peu fréquents peuvent être retrouvés en très grand nombre. Ce chiffre de 352 est surprenant, car il double presque le nombre de systèmes binaires d'astéroïdes connus jusqu'à présent. On estimait alors qu'environ 1/6 des astéroïdes étaient des binaires, mais aujourd'hui on connaît environ 500 systèmes binaires parmi le milliard d'astéroïdes répertoriés. Mais alors, qu'est-ce qui justifie le fait que l'on connaisse si peu d'astéroïdes binaires sur la totalité des astéroïdes connus ? Eh bien en fait, leur petite taille et leur grande distance par rapport à nous rendent ces découvertes difficiles. Mais du coup, que peuvent nous apporter l'observation et l'étude de ces astéroïdes ? L'étude de ces astéroïdes nous permet de mieux les comprendre, pour ainsi remonter à la formation et l'évolution de notre système solaire. Les astéroïdes binaires sont particulièrement importants, car ils nous montrent comment les astéroïdes se forment, entrent en collision et interagissent dans l'espace, ce qui forme un observatoire à grande échelle. Des planètes rocheuses auraient pu se créer et évoluer grâce à ces objets célestes. Les scientifiques de la mission estiment qu'environ 90% des astéroïdes du nuage ont une lune, dont la masse est 6 fois plus faible que celle de l'astéroïde principal. Mais des cratères observés sur Mars suggèrent qu'il existe des types d'astéroïdes différents de ceux observés par Gaia. Observer ces derniers types d'astéroïdes binaires pourrait nous permettre d'approfondir nos connaissances sur la formation et l'évolution de ces objets célestes. J'espère en tout cas que ce récapitulatif de l'actualité hebdomadaire vous aura plu. C'était Zebrolos. Bye.